Bonjour, bienvenue à tous et à toutes sur mon studio TV. C'est bientôt la rentrée et voilà, j'ai le plaisir de réaccueillir pour une deuxième fois le projet Renaturation, donc Marine et Baptiste. Je vais vous laisser vous représenter, puis représenter un petit peu brièvement le projet dans un premier temps. Yes. Merci de nous recevoir une deuxième fois. On se sent un peu privilégié avec Marine. Donc moi, je m'appelle Baptiste Duplat, je suis coordinateur de l'association Openland et je suis à la chefferie de projet avec Marine sur un projet qui s'appelle Renaturation de l'île Mabon, qui est un des projets démonstrateurs d'économie régénérative. Et moi, Marine, je suis l'une des cofondatrices d'Openland avec Walter Bouvet et Pascal Diffan. Et j'accompagne l'association Openland. C'est pour ça que je suis en copilotage du projet Renaturation avec Baptiste. Et donc, juste pour resituer, la première interview, c'était apparemment le 1er novembre 2022. Et donc depuis, à ce stade, pour mémoire, c'était en gros, vous veniez de débitumer. Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé depuis ? On n'a plus de casque sur la tête. Et ça fait beaucoup. On est sorti de la phase chantier à moitié. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé pas mal de choses en 10 mois. Tu me complètes, Baptiste, mais effectivement, suite à la désartificialisation de notre sol en septembre, on a recherché de la terre végétale pour commencer à reconstituer un sol, puisque c'est aussi un des objectifs d'avoir un sol vivant sur ce parking. Et on a été en lien avec Terra Innova, qu'on avait missionné pour nous trouver de la terre végétale qui revalorise des terres de chantier en terre végétale. Ils ont tout un projet dans la région nantaise qui est très intéressant. Donc c'est un des partenaires du projet. On a mis un petit peu de temps à avoir de la terre, ce qui a décalé aussi le projet dans le temps. Mais ça fait partie aussi du jeu. On avait un planning, un calendrier, et puis depuis le début de ce projet, tout est à chaque fois un peu chamboulé, bousculé, mais on accepte que ça fasse partie du jeu, puisque c'est un projet qui est démonstrateur, qui est en évolution. Donc voilà, ce qui signifie par là qu'on a reçu de la terre au mois de janvier et qu'on a pu commencer à mettre en place la partie renaturation à partir de là. Et c'est notamment cette partie-là qui a fait glisser un peu le calendrier qu'on s'était fixé à l'époque, puisque d'une part, les conditions météo n'étaient pas réunies pour accéder à des gisements de terre végétale que nous avait identifié Terra Innova. Et qui plus est, on avait aussi cette obligation d'identifier un gisement qui soit complètement sain d'un point de vue présence d'éventuels polluants, parce qu'on est sur un site qui est d'ores et déjà pollué. Donc il fallait qu'on s'assure de cette variable-là. On sait à quoi c'est pollué ? Oui, c'est pollué pour partie au cuivre, pour rappel. Avant que ce soit notre site sur lequel on implante ce projet-là, c'était un site qui appartenait aux biscuiteries nantaises, donc il y a une activité industrielle qui a fait que... Et puis même de par la formation de l'île de Nantes avec des sables excavés de la Loire, on fait qu'il y avait des polluants à cet endroit-là, quoi. Du coup, vous récupérez la terre ? On récupère entre 10 et 20 mètres cubes de terre qui, d'un coup, atterrissent dans un endroit qui n'avait pas vu de terre depuis un certain temps. Il a fallu déjà compartimenter ce volume-là. Donc, on a implanté des bottes de paille pour pouvoir sceller un petit peu le périmètre. Terre qu'on a ensuite protégée parce qu'il y avait pas mal d'intempéries à ce moment-là, beaucoup de pluie. Donc, à la fois du bâchage, à la fois... on a fait venir aussi du peuplier pour pouvoir aussi à la fois protéger le sol et aussi l'enrichir avec ces copeaux de bois qu'on a récupérés via une entreprise d'élagage qui est basée aux Sorinières, au sud de Nantes. Voilà. L'idée, c'est toujours d'avoir ce réflexe de circularité, de proximité, de seconde main dans toutes les ressources qu'on utilise pour le projet. Donc là, on se situe en février, quelque chose de ce type-là. C'est ça. Toujours en chantier participatif, ce qui est la particularité du projet depuis le départ, c'est qu'on ne fait évidemment pas ça avec nos petits bras, avec Baptiste. À chaque fois, on organise des temps avec différentes parties prenantes du projet, que ce soit les personnes qui sont à côté de nous physiquement, puisqu'on est un tiers-lieu sur l'île de Nantes avec un espace de coworking. Donc il y a les coworkers, les personnes de la communauté Openland aussi qui viennent filer des coups de main. Et les différents partenaires aussi qui peuvent interagir et venir aussi lors de ces différents chantiers. Donc on a eu celui-ci. Et ensuite on a travaillé en parallèle ce projet, cette phase renaturation avec une structure qui s'appelle Rehab, qui accompagne
des organisations à développer des projets d'agriculture syntropique, qui est une sorte de dérivé de la permaculture. Et on a travaillé avec elle donc, sur une partie de cette parcelle de nos 7 places de parking. On a dédié une partie à la syntropie avec cette idée de symbiose entre différentes espèces pour avoir une diversité d'espèces et produire aussi des cultures complexes et abondantes, parce que c'est le principe aussi de la syntropie, qui est une approche assez novatrice en France, qui a une 40aine d'années, qui est née par la recherche d'un monsieur qui s'appelle Ernst Gost, je crois, si j'écorche pas son nom, et qui a monté cette technique, cette méthodologie au Brésil, et qui depuis peu s'inscrit en France depuis quelques années. Donc voilà, c'est aussi une expérimentation qu'on pratique avec elle sur cette parcelle-là. Et à côté, on s'est associé aussi avec une jeune étudiante qui s'appelle Anne-Sophie, du collectif Esquisse de l'école d'archi qui est juste à côté de notre site, donc c'est nos voisins. Et avec Anne-Sophie, l'idée c'était aussi sur ce projet à chaque fois d'avoir une vraie réflexion sur l'ensemble des enjeux avec lesquels nous on travaille Openland, sur cette vision systémique des enjeux auxquels on fait face, que ce soit le climat, que ce soit la biodiversité, que ce soit la question des ressources ou la question humaine. Donc voilà, le projet Renaturation, c'est ce qu'on expliquait aussi pendant la première interview, elle vient vraiment répondre à l'ensemble de ces enjeux. Et ce qui implique sur la question des ressources, la revalorisation aussi des différents déchets, et notamment les déchets liés à la désartificialisation. Donc on a gardé une partie de l'enrobé, et Anne-Sophie a participé à nous designer, à nous dessiner un projet en revalorisant cet enrobé. Aujourd'hui, quand on passe rue de l'île Mabon, on aperçoit des tournesols, du maïs, des blettes, des espèces qui ont repris un petit peu le dessus, qui commencent à voir le jour sur cet espace, mais également, comme le disait Marine, des murets qui sont faits à partir d'enrobés recyclés, des cheminements également, qui reprennent un peu la logique du pas japonais. On a conservé la ligne blanche qui séparait auparavant les voitures, qui est aujourd'hui un peu une ligne directrice pour se déplacer sur le site. Donc il y a vraiment une logique aussi de raconter une histoire derrière ce projet pour que ça puisse en inspirer d'autres. Et du coup, on a passé un peu l'étape pour moi, de mon point de vue, l'étape plantation qui est un peu la plus fun de tout le projet, vous avez planté quand, a priori ? Début avril, non ? On a planté début avril de mémoire. On a fait ça en chantier participatif, en 2 temps, je crois. Qu'est-ce que je peux te dire ? Vous vous souvenez de tout ce que vous avez planté ? Avec des espèces, il y a la partie dédiée à l'agriculture syntropique, ça représente à peu près 20-30 mètres carrés, où on retrouve 3 planches qui sont composées avec vraiment une diversité et une abondance d'espèces, entre des espèces potagères, des fleurs mellifères, des petits arbustes. On a des blettes, des fougères, du maïs, des tournesols. J'ai même ouï dire que vous avez projet de planter un arbre. On a pour projet de planter un arbre, c'est dans les étapes d'après. Tu fais déjà du teasing, Sandra. Elle est dans le teasing, elle nous casse notre truc. Voilà, on a semé du trèfle blanc un peu partout pour pouvoir aussi créer de la matière azotée pour le sol et que ça puisse se verdoyer aussi à la surface. Puis il y a aussi des espaces qui sont vraiment dédiés à une non-intervention humaine totale, et de voir dans quelle mesure les pollens qui sont transportés, les graines qui viennent par le vent et les insectes et oiseaux peut permettre aussi de réactiver la vie ici. On les a appelés les zones de rien, où on fait rien. Et on voit ce qui on a se trouvé que passe. c'était un super titre. C'est pas mal en effet. Et pareil, vous n'avez pas parlé de tout votre travail sur l'eau, Ah oui, qui est pas mal aussi, qui mérite un petit développement. Merci. tout à fait. Effectivement, l'eau est un sujet très actuel. Et donc, dès le départ, on avait cette intention de récupérer notre eau. On a découvert, chemin faisant, qu'on avait une gouttière qui n'était pas une gouttière classique, qui était une gouttière de trop-plein. Donc, il a fallu créer sur notre toit une sorte d'alternative pour dériver l'eau, qu'elle puisse venir directement dans une cuve qu'on a récupérée, une cuve agricole sur le Bon Coin, de manière tout à fait classique. Mais voilà, ça reste de la récup. On est toujours dans cette démarche-là d'aller au bout des choses. Donc on a récupéré une cuve, on a récupéré 3 bidons aussi chez Station Service, cette ressourcerie
qui était très pertinente sur ces sujets-là. Donc on a plusieurs matériaux, ressources pour pouvoir accueillir l'eau. Dès lors qu'on veut recréer de la vie organique et participer à recréer un sol, que ce soit l'eau qui s'écoule naturellement lors des périodes de pluie, mais également les moments de chaud comme il y aura pendant l'été, on est en train de s'organiser aussi pour la gestion humaine qu'il y aura derrière, parce que c'est pas un scoop que ça nécessite aussi d'être plusieurs sur la gestion d'un espace tel que celui-ci. Combien de mètres cubes vous avez récupéré de terre, par exemple, de compost, vous vous en souvenez ou pas du tout? Le compost qu'on a fait venir pour amender la partie Saint-Tropez, ça représente 5 mètres cubes à peu près. Avec les alchimistes. Ouais. Là où sur le volume de terre végétale, on était plutôt sur des ordres de grandeur allant jusqu'à 20 mètres cubes. L'idée, c'était vraiment de répartir à peu près 30 cm de terre sur à peu près 100 mètres carrés. Sur 100 mètres carrés. Et c'était combien de places de parking déjà? 5, 6? 7. Ouais. Sachant que on a phasé aussi cet espace-là en se disant qu'on a un espace dédié à la Saint-Tropez, en tout cas des techniques un peu expérimentales et novatrices. Aussi avec cette idée d'aller sur ce sujet de la dépollution par les plantes, parce que comme le disait Baptiste, on a un sol qui est très pollué, donc on s'est entouré aussi de personnes qui avaient ces connaissances, donc on a certaines plantes qui ont ces capacités d'absorption, donc on est aussi dans un processus sur l'après d'analyse de notre sol. Et puis on a un espace où on a des tables, puisque c'est aussi un jardin pour les personnes, comme je disais tout à l'heure, qui vivent sur ce site, en tout cas au quotidien lors de leur travail. Et on a gardé une place de parking qu'on a débitumée. Et pour l'instant, l'idée, c'est de trouver une alternative pour que des voitures puissent se garer, mais qu'on puisse quand même avoir un sol. Un sol. Et du coup, maintenant, passons à la période, le truc super fun, c'est-à-dire la phase d'émerveillement, j'imagine, quand ça pousse. Ouais, ça c'est cool à suivre. Ouais, t'as parlé de joie, c'est vraiment quelque chose qui... À chaque fois, le paysage changeait dès lors qu'on revenait travailler le matin, et à chaque fois, quelque chose de nouveau apparaissait, prenait vie, prenait place. Ça, c'est vrai que c'était assez enthousiasmant de voir l'évolution du jardin, et c'est aussi là au quotidien dans sa vie habituelle qu'on voit aussi des personnes se déplacer autour, être dans des postures de contemplation. Ça, il n'y avait pas forcément ça quand il y avait des voitures qui étaient stationnées ici. Donc il y a vraiment un avant, un après qu'on est en train d'observer de plus en plus près avec les personnes qui fréquentent le lieu aussi. C'est aussi une des particularités de la Saint-Tropez, d'avoir aussi une densité d'espèces dans un temps aussi assez court. Du coup, c'était assez impressionnant de voir ce jardin, et notamment, on avait des tournesols qui sont apparus très très vite. Et c'est quand même, quand tu as plein de tournesols à travers ta fenêtre de bureau, c'est quand même une vision qui est chouette et qui est peu habituelle. Qui met un peu de couleur, quoi. Tu mets un peu de couleur, et puis là, on voit différents insectes qui reviennent, des papillons, des oiseaux aussi, évidemment. Vous avez observé déjà qu'il y a beaucoup plus de vie Oui, clairement. Il y a d'ailleurs un inventaire biodiversité qui est en train d'être fait par un écologue qui s'appelle Louis de Roche. C'est déjà un pré-relevé qu'on avait réalisé avant les travaux, où même sur un parking, il y a des espèces d'insectes, de papillons qui fréquentent en peu de nombre d'individus, mais certaines populations le fréquentent tout de même. Et l'idée de ce projet, c'est de mesurer le nombre d'individus d'une population donnée qui va pouvoir grandir, voir des nouvelles espèces qui vont pouvoir fréquenter le lieu. Et c'est déjà le cas, notamment sur la question des oiseaux, où en plus des moineaux qu'on avait déjà habituellement, maintenant on a des rouges-gorges, des tourterelles et d'autres que j'oublie, qui viennent notamment picorer nos graines, et les tournesols. Voleurs. On leur en voudra pas. Et du coup, parce que donc ce jardin, il est à côté des locaux, de vos locaux, mais il y a aussi les locaux de la Poste. Et comment ça se passe avec les travailleurs de la Poste? J'imagine qu'ils sont de plus en plus curieux, qui viennent peut-être s'asseoir même dans le petit espace détente. Enfin, je sais pas, j'en sais rien. Comment ils réagissent vis-à-vis de ce jardin? Est-ce qu'il y a eu un avant, un après? Enfin, voilà. On retrouve quand même les personnes qui s'intéressaient au projet, parce qu'on avait déjà des tables, en fait, historiquement, on est arrivé, on avait déjà mis des tables sur ces places de parking, donc il y avait déjà des personnes qui étaient en présence sur ces tables de temps en temps, lors de leur pause, et là, on se rend compte que ces personnes sont toujours là, mais plutôt limite debout, et en mode contemplation aussi du jardin. Donc il y a cette phase, tu parlais de phase d'émerveillement, c'est ce qu'on perçoit aussi quand on
les observe de notre fenêtre. Et puis après, on est là, on sort tout juste de cette... on est encore en mode chantier. On n'a pas encore fait dédié de temps à faire un point à représenter le projet auprès de nos différents partenaires. C'est la prochaine étape. Au mois de septembre-octobre, on a prévu différents temps pour expliquer un petit peu là où on en est sur le projet et puis donner un peu plus d'explications. Là, on le fait de manière tout à fait informelle avec les personnes qu'on croise et puis les personnes plus ou moins intéressées en fonction de ce qu'elles font chez elles aussi, de ce qu'elles avaient connu avant aussi de ce site, parce qu'il y a des personnes qui travaillent là depuis très 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 longtemps. Donc voilà, il y a aussi toute cette partie-là d'histoire à recueillir avec eux. Ouais, à mettre en forme et tout ça. Et du coup, ça me permet d'enchaîner sur c'est quoi la suite justement. 2023, c'est vraiment l'année dans laquelle le projet entre dans sa phase aussi de diffusion pédagogique, dans le sens où au début de l'année, on a commencé à mettre en place à la fois un webinaire pour pouvoir raconter méthodologiquement par quelles étapes on est passé, et également des visites sur site qui nous permettent aussi de faire vivre le lieu et cet espace. L'idée, c'est d'une part de pouvoir en faire un prétexte pour parler des enjeux d'îlots de chaleur en ville, d'artificialisation des sols, etc. D'autre part, c'est aussi cette intention de pouvoir transmettre le retour d'expérience qu'on aura pu avoir, nous, sur notre site et à l'échelle d'un projet qui est un petit projet, 100 mètres carrés, même si on peut y faire pas mal de choses, de pouvoir transmettre ce vécu-là et que ça puisse en inspirer d'autres à faire de même. Et c'est déjà le cas, puisqu'on a été contacté par plusieurs entreprises, individus, associations pour pouvoir les orienter sur les bons choix à faire, les écueils à éviter. C'est vrai que ça montre que c'est possible sans beaucoup de moyens non plus, sans beaucoup de... c'est un projet à taille humaine, effectivement, pas mal de bras quand même, mine de rien. Mais c'est ça aussi, je trouve, ce projet on le projette évidemment sur du temps long. Après, on verra la suite de notre partenariat sur ce site. Mais c'est ça que je trouve chouette, d'arriver à le faire évoluer, à embarquer, à donner envie, à montrer que c'est possible. Et puis, chaque étape apporte... en tout cas, moi, m'apporte de la joie. Ça, c'est aussi mettre concrètement les mains dans la terre. Et puis, étant complètement néophyte sur tous ces sujets, c'est aussi super. Tu parlais d'émerveillement, mais de reposer aussi le regard sur ces choses-là et apprendre. Parce que le sol, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous fait manger. Donc, c'est la base, en fait, de tout. Donc, moi, je trouve ça très riche à titre personnel. Donc, après, on voit aussi que ça fait écho avec toutes les personnes qui participent au projet d'une quelconque manière. Donc, ça, c'est... On sent que ça fait résonance. Après, on verra la suite et ce que ça donne. Pour l'instant, on ne sait pas. On ne sait pas trop. Comme je disais, on se laisse aussi porter. Donc, voilà. Donc là, le gros de la mise en œuvre est passé, entre guillemets. On a encore des évolutions d'aménagement qu'on a en tête sur l'année à venir. Mais l'idée, c'est surtout de mettre l'accent sur la partie transmission pédagogique, via notamment ces temps qu'on a programmés un petit peu dans l'année et l'année qui suit, mais également à la sortie d'un guide méthodologique qui permettra aussi de verbaliser par papier avec des mots et des images, bien sûr, sur le vécu de ce projet-là, pour que ça puisse être diffusé à plus large échelle par la suite en open source. Toujours en open source. Bravo. Alors, si vous aviez un petit mot de la fin? Moi, mon mot de la fin, ce sera raccord, parce que j'ai passé l'après-midi à mettre en place des raccords pour notre cuve de récupération d'eau, et je trouve que ce projet est de plus en plus raccord aussi. Excellent. Avec notre vision de projet et ce qu'on veut faire aussi de ces projets, qui sont des projets qui n'ont pas vocation à durer 10 000 ans, mais plutôt à faire la preuve de quelque chose qui marche et qui ensuite s'est diffusé à plus large échelle. Et pour tout type de personnes et structures. J'en ai plein du coup. Non, ça serait peut-être réparer. Réparer, parce que c'est vraiment le mot qu'on a posé avec Openland il y a un peu plus de 5 ans quand on a créé la structure, avec cette intention de réparer la Terre avec un grand T. Mais bien entendu, ça nous inclut, nous, l'espèce humaine là-dedans. Mais avec ce que je trouve chouette sur des espaces comme ça, très abîmés, il y a aussi cette volonté d'apporter autre chose et du vivant et terminer par vivant. Voilà, j'en ai dit 2. Et bim, elle est forte. Merci à vous deux. En tout cas, encore bravo et à bientôt. Merci beaucoup. Merci Sandra. L'accueil. Au revoir. Au revoir.
There is no long countdown.